largement divisé. C'est le dossier de cette édition. Et puis nous débattrons des difficultés notées dans le transport de certains pèlerins au lieu saint de l'islam dans notre rubrique Point de vue à la fin de cette édition mise en onde par Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Le verdict est donc tombé dans le procès de l'activiste Bah Diakhaté et de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao. Si les deux prévenus ont été relaxés purement et simplement pour ce qui est de l'offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État, Bah Diakhaté, et imam Ndao écopent d'une peine de prison ferme, 3 mois, et d'une amende d'un montant de 100 000 francs CFA pour le délit de diffusion de fausses nouvelles. Le verdict est tombé ce matin et cela a fait réagir l'un des avocats de la défense, Maître Amadou Sall, que nous entendrons dans un instant dans cette édition, ainsi que notre reporter sur place, Boubacar Dieng. Nous y reviendrons donc tout à l'heure dans cette édition. Nous parlons maintenant du pèlerinage à la Mecque avec ce vol manqué encore une fois aujourd'hui. Vous le savez, des pèlerins devaient partir depuis samedi dernier. Ils se sont présentés ce matin encore à l'aéroport, mais ils n'ont pu embarquer, ce qui a créé une grosse colère. Je vous propose d'entendre l'une des victimes, M. Abdoulaye Koné, joint par Famadion. Ce matin, on nous a réveillés pour nous de prendre le petit déjeuner. Et les cars viendront nous prendre pour l'aéroport à IBD. Alors quand nous sommes arrivés, nous ne sommes pas allés en salle d'embarquement, mais nous sommes allés directement là où nous étions le samedi soir. Alors à notre grande surprise, il y a à peine 15 minutes, le gars il s'amène, il nous dit que voilà, vos anciens biens ne sont plus valables, vous allez être maintenant transportés par Flynas. Donc on va procéder à l'appel. Ceux qu'on appelle là viendront prendre leur billet et ils iront embarquer. Bon, au lieu de commencer par nous, ils commencent par les autres. Alors une personne, 2, 3, 4, 5, bon les gars ils n'étaient pas contents, ils se sont soulevés. Ils ont dit que c'est pas possible, nous on est là depuis samedi. Depuis samedi on est là, on ne peut pas laisser les gens partir et nous on reste toujours là. C'est pas possible. C'est dans cette situation que nous sommes comme ça et on attend. RFM, la radio de toute l'actualité. Kafountine enregistre un taux particulièrement élevé de décès de pêcheurs en mer. Les statistiques livrées par le service de surveillance des pêches de Bignona font état d'une vingtaine d'accidents de pirogues en mer avec autant de victimes. Face à la saignée en mer, la direction de la protection et de la surveillance des pêches a décidé de renforcer les acteurs de la pêche sur des modules et entrer à la surveillance et à la sécurité. Une initiative bien saluée par les acteurs concernés. À Ziguinchor, Lamine Ba. 20 pêcheurs ont péri en mer lors des 12 derniers mois à Kafountine. C'est le bilan d'une vingtaine d'accidents enregistrés par le service départemental des pêches de Bignona. Abdoulaye Demba, coordinateur du CLPA de Kafountine. Le nombre d'accidents enregistrés par rapport aux données, c'est une moyenne de 20 accidents. Quand on dit accident, souvent perte de vie, on retrouve la victime décédée. Le nombre de morts aussi, c'est égal à 20. Une situation qui découle du non-respect des mesures édictées par les services compétents pour lutter contre les accidents en mer. De l'avis de l'inspecteur départemental des pêches et de la surveillance de Bignona, Oumar Sy exhorte les pêcheurs à changer de posture pour limiter les dégâts. Ouais, effectivement, donc, les statistiques ont montré et confirmé même qu'il y a énormément d'accidents à Kafountine. On estime environ à une vingtaine de pertes de vie liées à ces accidents. Donc l'appel que je lance à ces pêcheurs-là, c'est de leur dire vraiment de respecter les alertes météo. Face à l'ampleur des pertes en vie humaine, la direction de la protection et de la surveillance des pêches a initié une session de formation destinée à promouvoir le culte du respect des précautions sécuritaires et l'appropriation de la surveillance participative. Hassan Gueye est inspecteur des pêches à la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Nous dispensons 3 modules, une conduite d'une mission de surveillance participative, les infractions de pêche et en 3e lieu, le guide du pêcheur artisan, ce qui nécessairement aura un impact sur les accidents en mer. La région de Ziguinchor enregistre un nombre important d'accidents de pirogues avec un bilan très élevé de pertes en vie humaine. Les services compétents tentent de lutter contre le phénomène en misant sur la sensibilisation. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Autre activité de renforcement de capacité, celle organisée par le Bureau international du travail
pour les mandants tripartites de la République du Sénégal sur le processus de formulation du PPTD et sur les résultats. Cette rencontre va permettre d'élaborer un document pour une meilleure prise en charge des travailleurs. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Draman Aïdara, directeur du bureau de l'OIT à Dakar. Aujourd'hui, nous avons un nouveau régime politique en place au Sénégal qui a défini ses priorités. Et parmi les priorités définies, il y a une bonne partie qui concerne l'agenda du travail décent. Donc, comment refléter ceci dans un document national? Il y a aussi le cadre de coopération du système des Nations Unies qui a aussi défini quelques axes. Et donc, comment, en tenant compte des nouvelles orientations et du nouveau pouvoir au Sénégal et aussi du cadre de coopération du système des Nations Unies, comment aligner tout ceci en relation avec l'agenda du travail décent qui prend en compte les normes internationales du travail, qui prend en compte les questions d'emploi, l'emploi bien évidemment pris dans son sens le plus large, les questions d'employabilité, d'insertion des jeunes, les questions de développement des entreprises, les questions de formalisation de l'économie informelle, la question de la protection sociale, comment renforcer les dispositifs des caisses de protection sociale, mais aussi comment élargir la protection sociale aux couches les plus pauvres et les plus démunies. La question aussi du dialogue social, comment mettre en place ou comment renforcer les dispositifs de concertation et de dialogue au niveau national, mais aussi comment renforcer les capacités des organisations d'employeurs et des organisations. À 12h07, reparlons du verdict donc du procès de l'activiste Bah Diakhaté et de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao. 3 mois de prison ferme et 100 000 francs d'amende pour diffusion de fausses nouvelles. Relax pur et simple pour le chef d'offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État. Je vous propose d'entendre la réaction de Maître Amadou Sall, l'un des avocats de la défense, au micro de Boubacar Dia. C'est le verdict le plus cruel qui peut exister. Parce que 3 mois, ça semble banal, mais quand on fait appel, avant que l'appel ne soit examiné, les 3 mois ont expiré. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que le tribunal a dit qu'il n'y a pas de diarchie au sommet de l'État. Il y a un président de la République et un premier ministre. Le premier ministre n'est pas président de la République et il ne peut pas exercer les prérogatives où il n'est pas non plus attributaire ou dépositaire d'attributs du président de la République. Ça, c'est important. Parce que Ousmane Sonko pense être le mentor ou un président de la République bis. La justice vient lui dire que ce n'est pas possible, vous n'êtes qu'un Premier ministre. C'est important, Premier ministre. Personne ne le conteste. Mais il n'a pas la prétention d'être président ou d'exercer un pouvoir, disons, une hiérarchie au sommet de l'État. Pour le reste, naturellement. Maintenant, sur le fond, il est évident qu'on se pose une question. Qu'est-ce qui est diffusion de fausses nouvelles? Le fait de dire que le Premier ministre a dit qu'il va criminaliser l'homosexualité et qu'il ne le fait pas? Ou est-ce le fait que le Premier ministre, autant le Premier ministre que le président de la République, ont été pris en flagrant délit de spéculation foncière lorsqu'ils étaient dans l'opposition à l'époque? Si c'est ça, une fausse diffusion de fausses nouvelles, on doit pouvoir s'interroger. Parce qu'il est établi au dossier que, M. Ousmane Sonko n'a pas dit la vérité sur son patrimoine. 2, l'inspecteur des impôts, Bassirou Diomaye Faye, a fait de la spéculation foncière alors qu'il était inspecteur. Ce qui renseigne sur les valeurs dont il prétend être les porteurs. La deuxième chose, c'est que si la fausse nouvelle, c'est le fait de dire que Ousmane Sonko a dit qu'il va criminaliser alors qu'il ne l'a pas fait, on s'interroge en tout cas. Autre réaction à l'annonce du verdict, celle du représentant de la famille de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao. Je vous propose d'entendre Mor Diossi Si au micro de Boubacar Dia. Il dit s'en remettre à Dieu. Nous trouvons quand même que le juge a été durant, la peine a été lourde, même si nous sommes des croyants. Et nous nous remettons à la volonté divine. Je pense que quand même, si on avait suivi le droit, on allait relaxer l'imam. Parce que l'imam n'a fait que procéder à des enseignements et il a fait des enseignements. Et on l'a très mal interprété. C'est ton problème. Mais nous appelons au calme quand même. Et c'est Dieu qui en a décidé ainsi. L'imam le sait mieux que quiconque. Nous tenons juste à rappeler ceci, que l'emprisonnement de l'imam ne peut pas nous faire peur.
Mor Diossi, 6 représentants de la famille de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, plutôt joints au téléphone par Awambay. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Santhioussine, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane, plusieurs forages y sont implantés pour alimenter Dakar et sa banlieue. Mais les habitants des villages de cette commune déplorent les difficultés d'approvisionnement en eau potable. Ils exigent des autorités l'ouverture de ces forages pour fixer les jeunes. En plus, la zone manque d'électricité. Sur tout cela, Cheikh Anta Diop, notre correspondant dans la région de Thiès. Les habitants de Santhioussine semblent en avoir assez. Ils veulent que des solutions soient envisagées pour régler le problème d'eau du village. Selon eux, des forages sont implantés dans la zone, mais les populations ne peuvent pas en bénéficier. Youssou Thioune est le porte-parole des populations. Il y a beaucoup de forages, mais c'est pas encore marche. On ne sait pas pourquoi ces forages-là. On n'a pas des explications claires par rapport à ces forages. Les jeunes du village réclament également l'électrification du village. Le problème principal que nous avons, on ne peut pas le régler, c'est le problème d'électricité et le problème de piste. C'est un véritable calvaire pour les chauffeurs et populations qui empruntent l'axe Andal 1 Santhioussine. Accéder au village relève d'un véritable parcours du combattant. On retrouve des problèmes. Donc lorsqu'on peut quitter Mboro ou bien ici pour rejoindre Mboro, parce que les voitures vont facturer minimum 7 000 francs dans une distance qui est presque 5 km, 6 km, c'est pas acceptable. Le problème d'accès parce que piste n'est pas bon. Serigne Abdou Mbacké n'a pas tari d'éloges à l'endroit des jeunes de Santhioussine qui, dit-il, ont transformé le village avec leurs propres moyens. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Orientation des bacheliers à partir du 19 septembre 2024, l'année universitaire qui va démarrer le 3e lundi du mois d'octobre et le recrutement de 500 enseignants supplémentaires, entre autres mesures annoncées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation à l'issue d'un conclave qui a réuni les parties prenantes pendant plusieurs jours. Nous nous sommes rendus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour recueillir la réaction des étudiants qui apprécient et pensent que le ministère va mettre un terme au chevauchement des années académiques qui se répercutent sur leurs résultats. Reportage Oumou Kalsoumli. Mamadou Sadio Bari est étudiant à la faculté des sciences techniques. Il vient de terminer son cours. Cet étudiant est bien au courant des mesures prises par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il s'en réjouit. L'année scolaire est tellement en retard, vu que les bacheliers de 2022 qui ont été orientés, ils n'arrivent même pas à terminer leur première année. Alors qu'en normal, on dit que l'année universitaire, c'est 6 mois. Donc imaginez un étudiant de 2000, un bachelier qui a obtenu son bac en août 2022. Aujourd'hui, le 3 juin 2024, il n'arrive même pas à terminer sa première année universitaire. C'est catastrophique. Maintenant, si on a décidé de rétablir de rétablir l'année universitaire, c'est une décision à apprécier. Le calendrier académique de l'université sénégalaise sera stable d'ici quelques mois. Hassan Ndiaye pense que la tâche ne sera pas facile. Depuis le début, nous faisons que nous sacrifier. Depuis le début. Vous savez, comme nous là, nous sommes à L1. Nous sommes à L1 et nous ferons notre rattrapage. Et les débuts du L2, c'est pour le lundi. Le lundi, je ne sais pas, lundi 10 août. Ça c'est pas de notre arrangement. Vous allez passer en L2 sans pour autant savoir si vous allez passer ou pas. Et faire les cours de L2 et tout ça. Sur les allées de la faculté de droit, nous avons rencontré Mohamed Sonko. Il est étudiant en 3e année en sciences. Lui apprécie les mesures à sa juste valeur. C'est l'ancien président qui était là, avec son gouvernement, était parti en laissant ici des tâches vraiment qui sont difficiles à résoudre. Quoi. Ça, c'est pas facile. Il faut qu'on le dise vraiment. Il faut juste prendre des bonnes décisions pour atteindre les objectifs et en fait être dans le bon train. Ces étudiants rencontrés pensent que les chevauchements des années universitaires qui ont causé des préjudices pourront être vite rattrapés. Le ministère de la Santé réagit à la grève des travailleurs du SAMU national. Ces derniers sont en mouvement d'humeur depuis plus d'1 mois pour réclamer le paiement des primes Covid ainsi que des primes de motivation pour les contractuels. Selon la directrice des ressources humaines du dit ministère, la tutelle attend les pièces justificatives pour les primes Covid avant de payer. Awafal Diagne souligne que pour le paiement des primes de motivation aux contractuels, le problème est global. Nous l'écoutons au téléphone avec El Haj Ndiogou Diène. Pour le niveau central, ils ont
convenu. Je pense qu'à 2 reprises, on a discuté pendant presque 5 heures d'horloge. Lors de ces discussions, 2 questions principalement ont été relevées. C'est le paiement des primes Covid et le paiement de la prime de motivation trimestrielle aux contractuels du SAMU. Je voudrais juste rappeler que, en fait, pour la prime Covid, nous ne refusons pas de payer. Mais ce que nous demandons, c'est juste qu'il y ait un état des lieux qui confirme que, effectivement, le ministère leur doit ces mois de prime Covid. Et jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun document qui atteste que nous leur devons cet argent. Nous avons fourni les preuves de paiement de ces primes. On leur a remis ça, ils ont vu, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, en retour, ce que nous demandons, c'est simple, c'est de nous fournir les éléments qui attestent que nous devons 7 mois de prime Covid. L'autre point sur les primes de motivation c'est pas seulement le SAMU national, ça c'est beaucoup de contractuels au niveau des établissements publics de santé n'ont pas cette prime parce qu'au moment de son élaboration, l'effectif n'était pas à ce nombre. Donc, entre l'effectif a augmenté alors que le fonds est resté statique. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir payer tous les contractuels des établissements publics de santé. Néanmoins, nous avons proposé des pistes de solutions. La première, c'est qu'on allait voir à l'interne au niveau du ministère, est-ce que ça serait possible de régler cette question au titre de l'année 2024 et une inscription au titre de l'année 2025. Et sur d'autres questions qui ont été relevées, le directeur du SAMU a pris l'engagement de le référer au conseil d'administration qui va se tenir au mois de juin. RFM 94.0, la radio en puissance. Dans l'actualité politique, la coordonnatrice du PDS, section Keur-Massar Sud, quitte le parti. Elle ne digère pas la nomination de la députée Fatou Sow, habitant à Keur-Massar, à la tête de la Fédération nationale des femmes du PDS. Elle parle de ce qu'elle qualifie de trahison de leur leader, Karim Wade. Marie Aou, que nous écoutons au micro d'Aminata Ba. Vous me voyez aujourd'hui désolé de délivrer ce message pour les militants et militantes du Parti démocratique sénégalais à Keur-Massar. Je suis devenue aujourd'hui la énième victime de la trahison politique de Karim Meïssa Wade. Depuis le Qatar, il peut se permettre de choisir n'importe qui. Je dénonce en tout cas cet état de fait qui n'entre pas dans l'orthodoxie même des textes de notre parti. Les structures des femmes doivent être des structures qui doivent aujourd'hui être sujets à une démocratie interne. Que la présidente des femmes ne doit pas être nommée. La présidente des femmes doit être l'objet d'une élection ou d'un consensus fort de toutes les femmes. Karim, il a été l'artisan d'un complot ici à Keur-Massar. Il a commencé depuis plus de 2 ans à aller vers des renouvellements des structures du parti. Ici à Keur-Massar, après avoir mis en place la section de Keur-Massar Sud, Karim Meïssa Wade en a décidé autrement. Et pire, il a fait porter à la dame la fédération départementale de Keur-Massar. C'était pour préparer le chemin à cette dame-là, pour lui donner le Graal du PDS. Autre démission des rangs du Parti libéral, la démission de Woré Sarr. L'ex-patronne des femmes du PDS affirme avoir été ostracisée par Karim Wade. Beaucoup de spéculations autour de ce départ, spéculations sur l'avenir de la formation de Maître Abdoulaye Wade. Mohamed Ali Mouba signe le dossier politique du jour. Le PDS a une base sociologique et un appareil politique de grande envergure. Mais le style de management de Karim Wade risque de lui jouer un mauvais tour. Papa Madoufal, journaliste, analyste politique. Karim Meïssa Wade et son père, qui a célébré ses 98 ans il y a quelques jours seulement, ne prend plus les décisions. Cela, c'est une évidence, même si les partisans de Karim Wade se réfugient toujours derrière le père de ce dernier pour dire que, en tout cas, le secrétaire général s'appelle Abdoulaye Wade. C'est ça, aujourd'hui, la grosse question. Un style de management qui pose d'autant plus problème que Karim se trouve au Qatar, loin du pays, d'où il décide tout seul et met ses hommes à lui. Demba Gueye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est spécialiste de l'analyse du discours. Le PDS, pour résumer, souffre de ce problème de démocratie interne. Et pour grandir, pour rester un grand parti, pour revenir dans la scène politique, avec la même envergure que le PDS a engagé les élections présidentielles de 2000 et les a gagnées, pour donc revenir en force, il faut que le PDS applique la démocratie interne, se choisisse ses leaders sur le plan de façon démocratique, se choisissent ses leaders de façon démocratique
et véritablement permettre au parti de respirer. Le PDS qui se situe donc à la croisée des chemins, triste fin pour un parti comme le Parti démocratique sénégalais. Papa Amadou Fall, journaliste, analyste politique. Il y a eu un certain mouvement durant la présidentielle, mais tant que Karim Wade restera au Qatar et ne viendra pas auprès de ses partisans, l'on peut dire véritablement que la scission va s'approfondir. Le PDS, un avenir qui s'écrit un pointillé. Papa Amadou Fall prévoit d'autres scissions dans les prochains jours. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, des bases terroristes détruites dans la région de Sikasso. C'est lors d'une opération qui a ciblé la forêt de Niamazana dans le cercle de Kigna et Kéré. Selon l'état-major général des armées, une cachette des assaillants a aussitôt été détruite. Les militaires maliens ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes et une quantité importante de matériel. Toujours au Mali, malijet.com rapporte que les forces armées ont appréhendé un homme armé affilié au groupe terroriste armé dans la région de Gao. L'incident s'est produit à la sortie de la ville. L'assaillant se dirigeait vers Kidal. Elles l'ont arrêté et ont saisi son arme et ses chargeurs. La crise frontalière entre le Bénin et le Niger, pas d'accord en vue. La crise qui s'accentue, les discussions sont au point mort, les deux pays se rejetant la faute. Anna Rochard. Le président béninois Patrice Talon a regretté depuis le 30 mai dernier que son émissaire à Niamey n'ait pas été reçu par le président du Niger. Depuis plusieurs mois, en fait, la question du maintien de la fermeture de la frontière et les problématiques d'exportation du pétrole sont au cœur de cette tension entre le Bénin et le Niger. Selon RFI, le pipeline qui doit permettre d'exporter via le Bénin le pétrole brut extrait du gisement d'Agadem a officiellement été mis en service début mars. Mais le premier chargement de pétrole au port de Semipotki n'a eu lieu que le 19 mai dernier, ce qui fait que les difficultés d'exportation persistent. Selon le président Patrice Talon, la réouverture de la frontière est un préalable nécessaire pour les formalités douanières. Mais pour le premier ministre nigérien, ce message d'apaisement n'en est pas un, car pour Ali Lamine Zein, la position du Niger est le maintien de la frontière fermée pour raison de sécurité. Une réunion de médiation s'est tenue à Niamey la semaine dernière à l'initiative de la société chinoise WAPCO, mais aucun terrain d'entente ne semble pour le moment avoir été trouvé. Le ministre des Affaires étrangères russe attendu au Congo-Brazzaville ce lundi. Pour une visite officielle de 2 jours, la deuxième de Sergueï Lavrov au Congo. Après celle de juillet 2022, la visite devrait être dominée par la crise libyenne. Le président Denis Sassou Nguesso, président le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye. Après l'étape congolaise, Sergueï Lavrov est attendu à N'Djamena au Tchad où il doit s'entretenir avec le président Mahamat Idriss Déby, fraîchement élu et investi. La guerre au Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé hier le ministre israélien de la Défense au menu des échanges la proposition de parvenir à un cessez-le-feu plein et entier dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages du Hamas. Selon le porte-parole du département d'État, le secrétaire d'État a salué la volonté d'Israël de conclure un accord. Il a aussi affirmé qu'il reste au Hamas de l'accepter. Merci Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous évoquerons les difficultés rencontrées par les organisateurs privés, notamment du pèlerinage à la Mecque, dans la deuxième partie de ce journal. Ce sera dans notre rubrique Point de vue tout à l'heure. RFM Sport. Avant cela, le journal des sports avec vous, Soda Thiam. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang.
Football avec les Lions du Sénégal. Après 2 séances sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade, les Lions retournent au terrain annexe. La séance d'entraînement des Lions qui était prévue hier dimanche a été annulée. Les joueurs se sont donc reposés. Les protégés d'Aliou Cissé s'entraînent cet après-midi. Ce sera à 17h30. Des joueurs comme Sadio Mané et Khalidou Koulibaly vont effectuer leur premier galop. Seul Lamine Camara manque à l'appel. La séance de cet après-midi, Souleymane, sera ouverte à la presse. Football féminin, la sélection A féminine joue une deuxième rencontre amicale contre l'Afrique du Sud. Pour la première rencontre amicale, le Sénégal a tenu tête à la championne d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud. C'est Mbayang Sow qui avait même égalisé pour les Lions en toute fin de rencontre. Un bon comportement des Lions face à une très belle équipe sud-africaine. Selon Walimata Sey, sélectionneur national U15 féminine et futsal, le responsable donc du football féminin donc à Dakar Sacré-Cœur, pense que les Lions doivent continuer sur cette même lancée tout en respectant moins l'adversaire. Je vous propose de l'écouter. Du Sud, qui, comme on le sait, a des joueuses avec de petits gabarits qui ont beaucoup de vivacité, qui aiment combiner dans les petits espaces, des joueuses techniques aussi. Elles ont essayé de mettre en place leur jeu, d'imposer leur style et de trouver des combinaisons dans l'entrejeu et aussi chercher leurs attaquantes de côté qui vont très vite aussi. Et le Sénégal était en place en première mi-temps avec un bloc médian compactement pour essayer de couper cette relation-là entre milieu de terrain et attaquant. Donc elles l'ont plutôt bien réussi en première mi-temps. En deuxième mi-temps, l'Afrique du Sud est revenue en mettant beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme, de mouvement. Elles ont réussi à déstabiliser l'équipe sénégalaise. Donc le bloc a été moins compact. Ce qui a moins marché pour le Sénégal, c'est justement la liaison entre les milieux de terrain et l'attaque sénégalaise. L'attaque sénégalaise ne s'est pas exprimée parce que les attaquants n'ont pas eu de bons ballons à exploiter. Par rapport au prochain match, c'est ce qu'il y aura à améliorer, l'animation offensive, justement pour essayer de les mettre dans des bonnes dispositions et aller encore titiller un peu plus cette défense sud-africaine. Bon, heureusement que le Sénégal revient sur penalty. Donc ça a montré aussi qu'elles ont un bon mental, les filles, qu'elles n'ont rien lâché jusqu'au bout. Et donc sur ce deuxième match, il va falloir moins respecter l'Afrique du Sud et jouer aussi sur les qualités du Sénégal parce qu'on a des qualités de percussion, de vent, de technique, tout en sachant que l'Afrique du Sud va revenir aussi avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'intensité. Et donc voilà, il va falloir rester costaud. Basketball à présent. Après avoir composté son ticket pour les playoffs, Diamaguène est aussi qualifié en quart de finale de la Coupe du Sénégal. C'est donc après une deuxième saison en division première, Diamaguène va jouer pour la première fois les playoffs en plus de sa qualification, comme vous l'avez dit, ce week-end pour les playoffs, pour les quarts de finale plutôt de la Coupe du Sénégal. Satisfaction de l'entraîneur qui veut, avec son équipe, représenter dignement la banlieue Souleymane Bachi. Ce qui a motivé le travail, c'est l'ambition de relever le sport de la banlieue, en particulier le basket. On est la seule équipe qui représente le département de Pékin. Donc tous ces facteurs nous ont poussés à travailler dur techniquement pour accéder à ces résultats. Les ambitions de Diamaguène, d'abord on s'était fixé des objectifs dès le début du championnat. On s'était dit le maintien. Donc une fois qualifié en playoff, qui est synonyme de maintien, donc le résultat est déjà acquis, l'objectif a été atteint. Donc ce qui nous reste, c'est essayer d'aller le plus loin possible. Vous savez, les playoffs, ça se joue en phase aller et retour pour cette année, le Final 8. On va essayer de tout faire pour aller le plus loin possible. Oui. On sait que ça ne sera pas facile. On fera tout notre possible pour que l'équipe continue à représenter le département de Pékin et inscrire aussi l'histoire de Thiaroye Basket Club dans le championnat sénégalais. Et puis à Saint-Louis, les journées consacrées au sport scolaire se poursuivent. Les autorités académiques ont réuni plus de 3000 élèves autour de 10 disciplines. Ces activités sportives vont permettre de détecter les jeunes talents pour les Jeux olympiques de la jeunesse, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis, commune Amadou Al-Ousseinou Sarr. Il est avec Ousseinou Diop. C'est d'abord féliciter surtout cet engouement, cet engagement qui a vu l'engagement pratiquement de plus de 3000 élèves autour d'une dizaine de disciplines. Ça vraiment, je crois que c'est la première. Le sport joue un rôle extrêmement important
au-delà déjà des aspects purement peut-être de santé et de développement peut-être du corps, c'est en même temps le développement de certaines valeurs au niveau des enfants. Nous sommes en train déjà de travailler à mobiliser le maximum d'enfants autour de ces activités et c'est comment on appelle encore dans le cadre surtout de ces compétitions que nous allons voir les équipes, les enfants, surtout les enfants les plus performants à pouvoir peut-être les sélectionner pour mieux les préparer par rapport à ces prochains Jeux. Et Suleiman, c'est tout pour cette page des sports. Merci Sodetiam. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. De Setsetal à Setal Sonyureo, nous allons d'abord balayer la justice et lorsque nous aurons fini ce boulot, eh bien, vous verrez par vous-même qui a fait quoi. Discours plutôt musclé du Premier ministre à l'occasion de la journée d'investissement humain Cleaning Day, Ousmane Sonko qui réitère la volonté de l'État de mettre un coup de balai sur les institutions de la République, indique le quotidien. Le confrère relève que Sonko ajoute le balai des changements en perspective. Pour le journal Les Échos, Sonko solde encore ses comptes. Le pays assaini aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan de la gouvernance. Parce que le jour remarque que le Premier ministre promet aussi de mettre la lumière sur les événements du 23 juin, tout comme sur l'affaire Adji Sarr. Dans le même journal, le colonel Sankoum Fati parle de volonté louable, mais qui pourrait être plombée par l'amnistie. Le Cleaning Day, version Diomaye Sonko, partout on s'est mobilisé au Sénégal, indique l'AS qui parle de succès. Mais le journal Le Mandat pointe du réchauffé ou presque. Le confrère rappelle qu'il y a eu, avant le mouvement Setsetal, dans les années 80 avec fresques murales et écriture de l'histoire, dégradation de l'environnement urbain, dégradation des mœurs politiques. On passe du Setsetal, du Cleaning Day de Macky Sall au Setal Sonyureo. Mais le confrère note que le Setal Sonyureo commence forcément par le Setal Sonyubop, sinon le serpent mordra sa queue et l'initiative sera arrangée dans les cercueils du Setal et du Cleaning Day. Source A rappelle, pendant qu'on y est, que l'État du Sénégal doit balayer à AIBD. Là-bas, il y a malgouvernance. Des véhicules coûtant entre 17 et 30 millions filés au directeur en mode car-plan. Les autres bénéficiaires, y compris les chefs de service qui n'en ont pas droit, n'ont casqué que 30% du prix, relève le confrère. Sur les visites du président Diomaye Faye au Mali, au Burkina Madiambal Diagne, dans sa chronique du jour intitulée « Le président en visite à Bamako et à Ouaga a vu le contre-modèle ». Le confrère note par ailleurs, au sujet de l'affectation du général Kandé en Inde, que gouverner ce n'est pas humilié. Il note que Souleymane Kandé a essuyé l'humiliation suprême en se voyant ravaler à un poste d'attaché de défense dans une ambassade sénégalaise de 3e catégorie, la juridiction de l'Inde. Il va y remplacer le colonel Abdoulaye Traoré. Il ne doit pas être au courant dans les armées organisées de voir un général d'état-major d'armée nommé en poste pour remplacer un colonel. Le général Joseph Louis Tavares d'Assouza rappelle le confrère que le président Abdou Diouf accusera dans des mémoires d'avoir voulu perpétrer un coup d'État avait été relevé le 30 mai 1988 de son commandement pour être nommé ambassadeur à Bonn en République fédérale d'Allemagne. Abdou Diouf y avait mis les formes. Le général d'Assouza sera rappelé plus tard à Dakar pour être mis à la retraite d'office. Pour autant, le confrère fait une supplique au général Kandé. Il dit « Ne boudez surtout pas vos galons que vous avez gagnés avec de très grands mérites. D'aucuns les craignent, mais ce serait faire le jeu de ceux que vous avez vaincus sur le terrain des opérations militaires. Il n'y a pas de récompense suffisante que la nation pourrait vous faire pour vos états de service contre le mouvement des forces démocratiques du Sénégal. Ce n'est pas véritablement patriotique de ne pas vous reconnaître ce mérite inestimable. » Et Madiambal de dire « Je vais faire couler une statuette à votre image. » Fin de citation. Et puis sport pour boucler à la une du journaliste Stade Quotidien, Sénégal RDC, réaménagement tactique. Le confrère explique comment pallier les absences de Crépin et d'Ismaël Jacobs. Et puis Ligue des Champions, le Real s'offre Dortmund 2-0. Le confrère relève par ailleurs que le Real de Madrid attend Mbappé et vise déjà une 16e étoile. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler du pèlerinage à la Mecque, édition 2024, avec quelques difficultés notées dans le transport, le convoyage des pèlerins, notamment par la compagnie Air Sénégal.
Et pour en parler, nous espérons avoir un responsable de la délégation générale au pèlerinage. En attendant, nous avons également M. Mansour Diop, ancien commissaire général au pèlerinage. M. Diop, bonjour. M. Diop, que nous avons perdu en raison de quelques difficultés techniques dont nous nous excusons, chers auditeurs. Nous espérons pouvoir mener à bien ce débat dans les toutes prochaines minutes. À défaut, nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions pour évoquer ce sujet d'importance qu'on a traité au demeurant dans la première partie de ce journal avec l'une des victimes de ces ratés, Monsieur Abdoulaye Koné, que vous avez entendu dans le journal. À 12h38, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Awambaï, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Maïssa Mbaye au digital. À la production, Aliouba. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes avec la radio Futur Média. Au revoir.